Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Boogie Nights, sans jamais oser le demander. En triplex de la San Fernando Valley, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Digler, le podcasteur avec la plus grosse émission. Et mes ciné-tobies sont... Laurent Vachaud, escalope à la salade pour tout le monde. Philippe Sedbon, stay on the scene like a sex machine. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ciné-Chat. Ah, c'était presque parfait, mais ouais, contrôle antidoping en fin d'émission. Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Alors, Ciné-Chat, pas Ciné-Chat aujourd'hui, car nous allons enfin parler porno. Enfin, un show spécialement porno, donc oreilles sensibles s'abstenir, pour un podcast Triplix, où toutes les inhibitions et tous les tabous vont tomber, et où le stupre et la luxure vont régner. Pour ce faire, j'appelle à la barre, wink wink, Alban Vachaud, qui nous parle de la jeunesse du film dans un chapitre intitulé « Tire-li-pimpon sur le chihuahua, tire-li-pimpon avec la tête, avec les bras ». Tout, vous saurez tout sur le zizi. Alors, la jeunesse de Boogie Nights, en fait, c'est un film qui est court, enfin, je sais pas comment on peut appeler, plutôt un moyen-métrage, puisque c'est un film de 30 minutes que le réalisateur Paul Thomas Anderson avait tourné déjà, qui s'appelait donc The Dirk Diggler Story. Ouais. Qui était déjà donc un film traité un peu à la manière d'un faux documentaire, un peu comme Spinal Tap. Le Spinal Tap, ce film-là sur un groupe de rock qui a l'air d'un vrai groupe de rock, mais en fait c'est complètement faux. C'était fait par Rob Reiner, c'était un de ses premiers films. Et donc ce court-métrage qui s'appelle The Dirk Diggler Story, c'était déjà l'histoire du personnage de Boogie Nights, mais c'était bien sûr pas joué par Mark Wahlberg, c'était joué par un autre acteur, je me souviens plus exactement, c'était un acteur qu'on voit dans le film après, qui tient un autre rôle, un petit rôle, mais voilà, donc il avait commencé à vouloir faire ce film-là. Et il était encore à l'école, il était très jeune. Il était très jeune, et alors il racontait que pour faire un premier film, parce que il a fait finalement un autre premier film qui s'appelle Hard Eight. Après, Boogie Nights, c'est pas son premier film, mais comme c'était Dirk Diggler, c'était son premier essai, et il disait il avait l'impression lui d'avoir rien vécu, parce qu'il disait dans les premiers films, les gens parlent de leur expérience, les vieux metteurs en scène parlaient de la guerre, et lui il avait l'impression que son expérience c'était le film porno, d'avoir regardé des films porno et d'avoir grandi donc dans la San Fernando Valley, l'endroit où donc l'industrie du porno était implantée, et ça faisait partie donc tellement de sa jeunesse qu'il avait décidé de parler de ça. Et donc après, quand il a fait Boogie Nights, il a simplement repris un petit peu tous les personnages, mais qu'il a vraiment inclus dans un canevas beaucoup plus grand. Alors moi, après, The Dirk Diggler Story, je l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais moi j'aime bien les mockumentaires. C'est pas un genre qu'on fait beaucoup en France, mais tu parlais de Spinal Tap. C'est souvent musical. Il y en a un que j'adore avec John C. Reilly qui s'appelle Walk Hard. Vous l'avez vu ? Non. Qui est une espèce de parodie de Walk the Line, tu sais, le film de Johnny Cash, et un peu une parodie de tous les biopics musicaux, et je le recommande aujourd'hui. Mais c'est vrai que Pitié, il a un parcours un petit peu comme Spielberg, ou les frères Cohen, premier film à l'âge de 8 ans, Betamax 8 mm, Bolex 16 mm, c'est un cinéaste en herbe, et c'est le fils de Goulardi. Tu sais qui c'est, Goulardi, Philippe ? Non, pas du tout. Goulardi, c'est un hôte à la télévision à Los Angeles qui se déguisait en goule, donc, et qui présentait des films d'horreur, tu sais, un peu comme Elvira, des vieux films des années 50. Voilà, et donc, c'est un enfant de la balle, un petit peu Paul Thomas Anderson. Sa mère, je crois, travaillait aussi dans le cinéma. Et Dirk Diggler est basé sur un véritable acteur de porno qui est John Holmes. Alors, John Holmes, vous avez vu le film Wonderland ? Non. Avec Val Kilmer ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je l'avais vu. C'était un peu raté. En fait, si tu veux, c'est d'une certaine manière, Boogie Nights, c'est un enfant de Scorsese et de Goodfellas, et d'une certaine manière, mais Wonderland sont des enfants de Boogie Nights, et un petit peu ratés, malhroeulement, c'est moins réussi. Mais c'est vrai que c'est une histoire. Surtout la dernière partie de Boogie Nights, là, quand il arrive chez Alfred Molina avec les pétards. C'est ça, qui est un personnage qui a existé dans la vie, donc il s'appelait Eddie Nash, qui était un patron de nightclub à Los Angeles, et qui est un personnage complètement fou, comme le fait extraordinairement Molina. Mais c'est vrai que John Holmes, donc il avait une énorme bite, il était connu dans les années 70 dans le monde du porno, et il a créé aussi un personnage de détective qui s'appelait Johnny Wad,
qui est référencé d'ailleurs dans le film, puisqu'on voit que Dirk Diggler évolue dans un monde où John Holmes existe, et qu'il est un petit peu son remplaçant, parce que John Holmes, c'est un peu plus tôt dans les années 70, et il est mort du sida à 44 ans, donc peu de temps après cette terrible tuerie de Wonderland, dans les canyons. C'est ça. En fait, Paul Thomas Anderson, c'était un gars qui écrivait souvent des films pour ses copains, tu vois. Je veux dire, des gars qui l'estimaient talentueux, mais qui tournaient pas assez, donc ils voulaient les voir dans ses films. Donc ça a surtout vraiment plein de gens qu'il a engagés étaient des gens de son entourage, et puis même des amis qui étaient des comédiens qui étaient devenus ses amis, comme John C. Reilly, qu'il avait découvert en fait dans son premier film, qui était le Outrage de Brian De Palma. Wow. Et il est devenu copain avec lui après, et il a à tout prix voulu lui écrire ce rôle, quoi. On va parler beaucoup plus du casting, parce que c'est un des grands points forts du film. Une petite question, Philippe, rapidement. Where the fuck is Ringo? Where the fuck is Ringo? Alors, tu te rappelles, dans les films porno, qui sont les films dans les films, à chaque fois, c'est la seule question qu'ils posent à tous les suspects, c'est Where the fuck is Ringo? Non, je me rappelle. Moi, je connais pas du tout les films porno de cette époque. Hein. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais en tous les cas, je crois pas avoir vu de film même avec. Moi, j'ai vu des films avec Brigitte Lahaie, des trucs comme ça, mais j'ai pas vu de film américain de cette époque-là, parce que j'avais vu Gorge profonde par curiosité. Et t'as pas envie d'en faire plus, de toute façon. Est-ce qu'on peut en faire un ciné-chat, pardon? Parce qu'il y a derrière la porte verte, vous avez pas vu ça, ou le The Devil and Mrs. Jones, qui sont, effectivement, c'est la grande époque du porno dans les années 70. Est-ce que ça existait en vidéo, ces machins-là? Parce que moi, quand j'ai découvert les vidéos, en fait, on n'avait pas accès au porno parce qu'ils ne les vendaient pas, et il fallait aller dans des vidéoclubs pour... Je sais pas, moi, j'ai jamais loué une cassette vidéo porno dans un vidéoclub, par exemple, quoi. Ouais. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai que de New York, au départ, ça commence à New York. On voit ça dans la série de Deuce, tu sais, avec James Franco, avec la Seconde Avenue, etc. Et puis, ça se déplace, donc, comme tu disais, dans la San Fernando Valley. Voilà. Quand je pense à San Fernando, je bando. Et tout d'un coup, on a, après cet âge d'or du porno, le jeune Thomas Anderson qui voit ça à la télévision, qui a des cassettes, lui, contrairement à toi, Laurent. Et il a des mentors, tu as vu, Paul Thomas Anderson, qui sont d'abord Michael Caton-Jones, qui est un metteur en scène. Ouais, qui a fait des films avec De Niro. C'est ça. Et puis, tu parlais de ce casting, Philip Baker Hall, qui est fantastique dans le film. Ouais. Et qu'on retrouve dans Hard 8. Il aide probablement à ce que Hard 8 se monte. Vous l'avez vu, Hard 8? Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, ouais, aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'avais pas tellement aimé, moi. Je l'ai oublié, je sais plus. Ouais, moi je l'ai pas vu non plus. J'ai pas vu non plus Following, tu sais, le premier film de Christopher Nolan, mais c'est effectivement des films qui, par ailleurs, sont peut-être moins importants dans leur carrière que ceux qui viendraient par la suite. Following, c'est plus intéressant que Hard 8. Hard 8, je regarde une histoire de jeu, de casino, d'arnaque, enfin avec Samuel Jackson, Gwyneth Paltrow, mais j'avoue qu'il y avait Philip Baker Hall, mais pour te donner un résumé je me souviens avoir vu ça en laserdisc, NTSC dans les années 90, tu vois, je l'ai jamais revu après, et c'était donc sans sous-titres, donc peut-être qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé, hein. J'étais pas encore hyper fluent. Mais c'est vrai que pour monter un film, parce que ce film coûte près de 15 millions de dollars, qui est un très gros budget pour un jeune metteur en scène de 26 ans, qui est Paul Thomas Anderson, avec un sujet très casse-gueule. Donc il fallait une star pour monter son projet. Donc je passe sans plus tarder la parole à Rocco, non pas Siffredi, mais Seth Bon, qui nous parle de Burt, le deuxième acteur préféré d'Abracadapod, avec une moumoute et une moustache. Ouais, il a les deux, là. D'ailleurs, t'as vu, je me suis laissé pousser une moustache pour l'émission. Oui. Burt Reynolds, c'est un symbole, c'est le Belmondo américain. C'est un cascadeur, un sportif professionnel, un déconneur qui passe son temps avec les cascadeurs, qui fait des films globalement un peu merdiques, mais qui est tellement sympathique que personne pense à le critiquer. Et il a fait un parcours quand même incroyable. Il a fait 180 films, j'ai vu ça. Waouh! 3 ou 4 séries télé, des séries dont il a la vedette, dans les années 60-70. Et il a fait ce film Délivrance, qu'il a installé comme un acteur sérieux, pas très longtemps, parce qu'il a tourné s'est remis à tourner des merdes hyper populaires. Il a été le numéro 1 au box-office longtemps. Est-ce qu'il était numéro 1 à l'époque de Barry Lyndon? Il aurait peut-être pu jouer Barry Lyndon aussi. Non, il n'était pas à l'époque. Je crois que c'est carrément les années 80 qu'il a commencé à... 77, 70... Oui, c'est ça. Cours après moi chérie, enfin, ça doit être c'est ça. Et il a été, un peu comme Belmondo avec Delon, il a été le rival ami de Eastwood pendant des années.
jusqu'au jour malheureux où il a tourné avec Eastwood, finalement, un truc qui s'appelait en français « Oh les flingues », qui était catastrophique. Voilà, City Heat, exactement. Ouais. Et où il s'est fait déglinguer la mâchoire pendant une cascade, Burt. Wow. Ils ont dû arrêter le tournage, etc. Il a été à l'hôpital, enfin, ça a été très grave. Et il est revenu très amaigri, très changé. Je crois qu'il y a eu des conséquences neurologiques, etc. Au point que la rumeur a circulé qu'il avait le sida, Wow. ce qui s'est avéré complètement faux. Ouais. Et sa carrière s'est effondrée. C'est-à-dire, après ce film, sa carrière s'est effondrée. Il n'a pas arrêté de tourner. Il a tourné sans arrêt, mais des séries plus Z que B. Enfin, là, c'était plus drôle du tout. Ouais. Et ce qui était triste, surtout, c'est que sa personnalité a changé. C'est-à-dire qu'il était plus rigolard. Moi, je me souviens de films où il filmait in extenso des fous rires de Burt Reynolds, qui étaient à mourir de rire, super aigus et tout ça. Et après, il a tiré la gueule jusqu'à la fin de sa carrière, pratiquement. Oui, parce que c'était court après moi, Shérif, c'était des comédies avec Dom DeLuise et plein de comiques. Oui, autour de lui, c'est de ouais. l'impro, c'était de l'impro entre copains. Il avait la réputation d'être très drogué aussi, hein, à partir d'un moment. Ça, je sais Peut-être pas. que ce problème de mâchoire aussi, il a dû s'addicter aux painkillers, tu sais, à des C'est possible. médicaments très possible. forts aussi. Il paraît que sur Boogie Nights, il était complètement drogué. Ouais. Possible. En tous les Et donc, cas, il avait- ce film, Boogie Nights, ravive sa carrière, même s'il le renie par la suite. Il gagnerait un Golden Ouais. Globe qu'il revendrait d'ailleurs, parce qu'à un moment, effectivement, il aurait besoin d'argent. C'est là où tu comprends pas, quoi. Tu te dis, il est complètement con, quoi. C'est pas possible de se dire comment tu peux. Parce qu'il a été d'abord odieux, je crois, avec Anderson. Mais il paraît qu'il avait une clause dans ses contrats où il avait le droit d'envoyer un coup de poing au metteur en scène. La clause Kinski, comme on l'appelle dans le métier. Mais, enfin, c'est complètement con, parce que c'est. Et quand il même- paraît qu'il a failli en venir aux mains donc avec Paul Thomas Anderson, et apparemment il a un peu la même relation que à Dirk Diggler avec Burt Reynolds sur le plateau, tu sais, dans le film. Ouais, mais ouais. Ils en viennent aux mains quasiment. Ou alors Anderson est un cinglé sur le plateau, je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être l'avis des autres acteurs, mais je comprends pas pourquoi. Je crois d'après ce que j'avais lu, moi, je crois que Reynolds, du jour 1, a considéré qu'il tournait une merde, un navet. Ouais. Donc Oui, il a n'avait fait pas tellement de confiance. navets, oui, mais ça montre qu'il est idiot, parce que il a fait tellement de Ouais, merde. mais J'ai lu en interview, Reynolds disait que Paul Thomas Anderson arrivait sur le plateau en disant waouh, on va tourner un truc extraordinaire qui a jamais été fait. Et Reynolds lui répondait moi je l'ai déjà fait 20 fois dans ma carrière ce truc-là. Donc Ouais. effectivement, l'autre arrivait comme un jeune metteur en scène de 26 ans et Burt Reynolds avait quand même ce côté assis déjà, tu vois. Mais on le voit dans. Qu'est-ce- Pardon, tu te souviens dans The Player, on le voit, Burt Reynolds, qui joue Burt Reynolds, Ouais. il a une apparition très courte, où tu le vois tel qu'il devait être. Il est dur, il est amer, il est agressif, enfin, il s'est montré tel qu'il était. Je sais pas si Altman lui a piqué la scène ou s'il a vraiment joué, mais tu vois dans quel état il devait être mental quand il était sur Boogie Nights. Waouh, c'est terrible. Et effectivement, il est extraordinaire dans le film. C'est un de ses plus grands rôles avec Deliverance. Il Ouais, était c'était formidable très- aussi dans The Longest Yard, tu sais, ce film où il jouait un Oui, footballeur mais américain en prison. moi je l'aime tout le temps, il est bien Reynolds. Même à l'époque où il faisait la gueule, il était intéressant. Mais Alors, là, dans ce film, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il joue comme un cow-boy, quoi. Il joue comme un maître, un Yoda ou ce que tu veux, mais il joue un ringard fini. C'est-à-dire, il a aucun talent, il prend les idées de tout le monde, il a aucune opinion sur rien. Apparemment Mais il le basé joue. sur Gérard Damiani, le réalisateur de Gorge Profonde. Ah ouais, d'accord. Il a un peu le même look que lui. Et j'avais une question à te poser, Philippe. Tu m'avais dit que tu préférais les films de Bronson quand il n'avait pas de moustache. Qu'en est-il Ouais. de Burt Reynolds? Ah, c'est plus difficile. Je C'est crois que je pas si préfère tranché. avec. Je crois que je préfère avec. À part Délivrance, ouais, je sais pas, franchement, s'il y a eu un film de Burt Reynolds que j'ai aimé. À part Boogie Nights et Délivrance, je sais pas s'il y a vraiment un film de Burt Reynolds que j'ai aimé. Moi. Tu as vu, Philippe, ces films des années 70 où c'est souvent son nom, le nom de son personnage dans le titre, c'est comme Sharky's Machine, White Lightning. Ouais, des- ça, c'est j'aime des bons bien, moi, films, Sharky's ouais. Machine. C'était pas un mauvais réalisateur, d'ailleurs. Hein. Ouais, Sharky's Machine, c'est très bien. ouais. Et il avait fait Le Gator, fantôme de Cat ouais. Dancing, Gator, The Man Who Loves Cat Dancing, il était très bien dedans. Gator, moi j'avais vu, c'est pas terrible. Ah ouais. Non, ça c'est pas bon. Et il avait Ah, fait ce ok. film de Redneck là, qui était très sympa, qui était la première partie de Gator, qui s'appelait Les Bootleggers en français. Ali je sais plus. Hein Alligator, non, la première partie. Alligator. Les bootleggers en français, ouais. Donc c'était un film en deux parties, ouais. White Lightning, c'était en C'est anglais. ça. Ah ouais. Mais il y a un truc aussi avec Catherine Deneuve, enfin, il y en a qui a des partisans de ce film-là, moi j'ai toujours trouvé ça mais assez sans intérêt, un Aldrich. Aldrich. Ouais, Aldrich, ouais, c'était pas terrible. La Cité des Dangers. Mais alors ce qui est rigolo, j'ai appris ça par Rui Nogueira. Vous connaissez Rui Nogueira qui avait fait le livre d'entretien avec Melville.
Rui Nogueira, en fait, avait présenté Burt Reynolds à Jean-Pierre Melville, parce que Melville avait vraiment été impressionné par Burt Reynolds dans Délivrance, quoi. Et ils avaient décidé de faire un film ensemble. C'est-à-dire que Reynolds, à cette époque-là de sa carrière, en fait, avait été impressionné par Clint Eastwood qui s'était trouvé Sergio Leone, tu vois, qui s'était dit il y a peut-être quelque chose à aller chercher en Europe. Ouais. Et il avait regardé les films de Melville qu'il avait visiblement emballé, et ils étaient d'accord pour collaborer. Et en fait, Melville est mort quasiment, parce que je crois que c'était juste après Un flic, tu vois, et il est mort quasiment juste après. Et Rui Nogueira disait qu'il était persuadé qu'ils auraient sûrement fait un film ensemble, comme tu vois, par exemple, dans Un flic, tu vois, qui joue en Rambo, tu vois, comment il s'appelle, Richard... Cours après moi, Un flic. Non, c'est le colonel Troutman, là, Richard Crenna, voilà, donc qui joue dans. Eh ben, il aurait probablement fait un rôle dans un Melville. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais visiblement c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir, mais qui serait sûrement arrivé. Alors, on ne sait pas quelle aurait été la carrière de Reynolds. Je suis pas sûr que ça aurait été du même niveau. Mais il va en Italie aussi, par Reynolds. Il joue un Indien dans un film. Tu sais que l'histoire est géniale, c'est comme il a vu son pote Clint Eastwood devenir une star pour une poignée de dollars, il a demandé à son agent de tourner en Italie un western avec Sergio Leone. Ouais. Et le mec lui dit ça y est, je t'ai trouvé un projet, ils sont d'accord pour te prendre, etc. Et il était vraiment pas connu à l'époque. Hein. Donc il débarque en Italie. En fait, c'était Sergio Corbucci. Et toute sa carrière, il a dit je me suis gouré de Sergio. C'est un peu comme dans Il était une fois à Hollywood, là, quand DiCaprio va avec son agent Al Pacino, là, qui l'envoie, c'est chez Sergio Corbucci, je crois d'ailleurs. Quoi. C'est ça. Comment s'appelle le film d'ailleurs où il joue l'Indien ? Navajo Joe, voilà, avec une extraordinaire musique d'Ennio Morricone. Il refuse Zardoz. Moi, on l'aurait bien vu. Hein. Il aurait pu le faire, mais la légende veut qu'il ait vu le costume et après il a dit qu'il soit tombé malade. Après, il a déclaré qu'il était malade. De toute façon, il était trop poilu. Moi, j'avais beaucoup aimé quand il jouait son propre rôle dans La dernière folie de Mel Brooks, où il fait un mec vachement narcissique, tu sais, qui arrête pas de se savonner sous la douche. Oui, c'est vrai, il était drôle, j'avais oublié, il y a tout d'un coup de plus en plus de mains sur son torse. Et t'as justement Dom DeLuise, Marty Feldman et Mel Brooks dans la douche. Je l'ai pas revu, hein, mais à l'époque, ça m'avait fait rire. C'était un des bons Mel Brooks, La dernière folie de Mel Brooks. On n'en parle pas souvent, mais c'est un des bons qu'il a fait, effectivement. Et le seul qui parlait, c'était le mime Marceau, je me souviens. Il refusait le film, non. Mais Philippe, tu as vu sa Twilight Zone où il imite Brando, Burt Reynolds ? Oui, fantastique. Ah ouais. Fantastique parce qu'il ressemblait beaucoup jeune. Ouais. Il paraît que Brando le haïssait. Bah oui, c'est pour ça qu'il a pas joué sur Le Parrain, apparemment. Ouais. À cause de ça, à cause de cette imitation. Incroyable. Ah oui, il jouait un jeune acteur débutant, acteur studio, qui rencontrait Shakespeare. Pour une histoire de voyage dans le temps, etc. Il était très drôle. Brian De Palma, il nous avait raconté, Brian De Palma, à un moment qu'il était au creux de la vague et on lui avait proposé, la seule proposition qu'on lui avait faite, c'était de faire un film avec Burt Reynolds et Raquel Welch. Et il avait été tellement déprimé parce qu'il détestait tellement les deux qu'il avait décidé de ne pas le faire alors qu'il n'avait pas un rond. Et c'est un film qui s'appelait Fuzz, les poulets. C'est sympa d'ailleurs, qui est très sympa. Ouais. C'est une sorte de mâche dans un commissariat un peu, tu vois. C'est ça, ouais. Très réussi à mon avis. Mais vous avez vu, il y a une série télé justement, tu parlais des films de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Il était une fois Hollywood. Il y a une série télé dedans où ils ont remplacé Burt Reynolds par DiCaprio. Vous l'aviez vu cette série télé là ? The FBI, ouais. FBI, ouais, c'était bien. Oui, c'était pas mal. C'était très incorruptible dans les années 70, quoi. D'accord. Et puis il a fait aussi des westerns, puisqu'il est dans une série télé western. Ouais, Gunsmoke. Il est dans Gunsmoke aussi. Ouais. Ah, donc avec il a été récurrent sur plusieurs années dans Gunsmoke. Tu te rappelles, il avait fait la couverture de Playgirl et un poster à l'intérieur où il était à poil, allongé sur une peau d'ours. Ouais, donc ça avait participé énormément de sa notoriété. Il a fait des films très improbables. Il a fait le remake de L'homme qui aimait les femmes, tu vois, de Truffaut par Black Edwards. Il a fait un truc qui s'appelait aussi avec Alan Pakula, un film sérieux, tu vois, qui s'appelait Starting Over, tu vois. Oui, qui était pas mal d'ailleurs. Ouais. Mais bon, il a eu une carrière un peu erratique. Il a fait Nickelodeon avec Peter Bogdanovich, un truc sur les débuts du cinéma avec Ryan O'Neal et Tatum O'Neal. C'est pas vraiment un très bon Bogdanovich, tu vois. Ouais, mais revenons à Boogie Nights. Tu sais, Laurent, comment j'appelle Barry Lyndon maintenant ? Non. Boogie Nights. Mais tu peux voir un côté Barry Lyndon dans Boogie Nights un peu, hein, puisqu'il y a un côté grandeur et décadence, un Barry Lyndon du porno. C'est vrai, puis ça a ce côté épique, c'est Laurence d'Arabie un peu, parce que ça se passe sur des années. C'est dans une forme royale.
c'est le sujet qui m'inspire. Mais c'est vrai, parlons un petit peu de Paul Thomas Anderson et de sa filmographie. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de ses autres films. Et votre liste, la liste tant attendue. Alors moi, vas-y Philippe, vas-y. Moi, je suis L'âge pas avant la beauté. un énorme fan de son cinéma, mais je les regarde tous régulièrement. Donc, mes préférés, c'est Boogie Nights en 1, Magnolia en 2. Comment il s'appelait celui avec Daniel Day-Lewis? There Will Be Blood. There Will Be Blood. Enfin, ou ça dépend lequel, quoi. S'il y en a N'oublie deux. pas Fargo, comme dans la dernière émission. Et Fargo, qui est son meilleur film. Non, je crois que j'en ai 3. Ouais, moi, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Moi, c'est pareil aussi, ouais. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord. Moi, contrairement à vous, j'avais pas mal aimé The Master, mais surtout pour Philip Seymour Hoffman. J'aime pas beaucoup la partie avec Joaquin Phoenix, mais j'aime beaucoup la partie avec Philip Seymour Hoffman et j'aurais préféré que ce soit carrément une histoire de L. Ron Hubbard. D'ailleurs, parlons un petit peu, Laurent. Paul Thomas Anderson rend visite à Tom Cruise sur le plateau de Eyes Wide Shut pour Magnolia. Ils se brouillent par la suite, non? Tom Cruise et Paul Thomas. Enfin, je sais pas s'ils sont brouillés, mais il paraît que Tom Cruise n'a pas trop apprécié The Master. Il paraît qu'ils ont eu une conversation ensemble dessus, je sais pas ce qu'il en est ressorti. Mais tu sais qu'il y avait un autre acteur qui avait été prévu pour le rôle de Burt Reynolds dans Boogie Nights, c'était Sidney Pollack. Tu vois. Il paraît que Sidney Pollack avait refusé, et quand il a vu le film après, il a vraiment regretté d'avoir refusé, parce qu'il a adoré le film. Tu vois. Ah, tu parles. Et tu sais qui voulait pour le rôle de Dirk Diggler? Il voulait Au départ. Leonardo DiCaprio. Ouais. Voilà, Leonardo DiCaprio, qui était très intéressé et qui a refusé. Mais pour continuer sur les films de Paul Thomas Anderson, Philippe, qu'est-ce que tu penses de The Phantom Thread? Tu l'as vu? Ouais, je n'ai pas détesté. Oui, c'était pas mal aussi, je trouve. J'adore l'actrice luxembourgeoise, je sais plus son nom. Ouais, Krieps, je sais plus comment elle s'appelle. Yes. bravo. Ouais. Alors là, chapeau. Mais Et- qu'est-ce que vous pensez de Licorice Pizza? Moi, j'avais J'ai bien pas aimé. vu. J'ai pas vu. T'as pas vu? Laurent, tu as bien aimé, ouais? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé, même si à mon avis tu peux en couper aussi. Enfin, il y a des scènes, la scène avec Sean Penn par exemple, je pense que tu peux la couper. Quoi, parce que Il est drôle quand même, Sean Penn. Il joue le rôle de William Holden, il m'a fait rire. Oui, mais la scène avec la moto, tout ça, enfin, je trouve c'est souvent il y a ça dans ces films, hein, c'est que souvent t'as des trucs, tu te demandes pourquoi il a pas coupé. Ou comme la scène de la moto dans The Master, où tout d'un coup, t'as Philip Seymour Hoffman qui fait de la moto pendant 10 minutes. Ce que j'aime, moi, franchement, Paul Thomas Anderson, j'aime mieux ces films un peu altmanesques, comme altmanien, enfin, je sais pas comment on dit, altmanesque ou altmanien, mais quand il commence à se prendre très au sérieux, comme dans The Master ou comme dans Phantom Thread, ou je sais pas, je trouve que j'ai plus l'impression que c'est le même cinéaste. Tu vois. Il y a Et deux- Punch Drunk Love. Sympa, c'est dans mon souvenir. sympa, mais c'est pas un film très marquant, tu vois, mais peut-être que Licorice Pizza, dans 10 ans, on n'en parlera plus, mais sur le coup, moi, j'avais D'ailleurs, je trouvé trouve que ça- c'est remarquablement filmé comme tout ce qu'il fait, mais je trouve pas le sujet très intéressant, ces amours Non, adolescents. c'est un souvenir d'adolescence. Enfin, après, c'est très mineur. Moi, j'aime quand même beaucoup la scène avec comment Bradley Cooper en producteur, la fou, là, John Peters, tu sais, Ouais. à la fin, là, moi, ça quand même m'a bien fait rire. Mais c'est un film très mineur, mais qui a beaucoup de charme, et je trouve qu'il est assez, qui capte bien quelque chose de la vibe des années. Il sait quand même bien filmer les années 70. Moi, je trouve. C'est vrai qu'il recrée les années 70 de façon spectaculaire, hein, en particulier J'aime dans pas Boogie tellement, Nights. j'aime pas tellement l'autre, la Inherent Vice aussi, ça m'avait ennuyé. Celui-là, on en avait parlé à l'occasion de Big Ouais. Lebowski. C'est effectivement, on était fans ni les uns ni les autres. Et There Will Be Blood, j'adore le début, j'adore la fin, et au début. Et à propos d'Inherent Vice, Joaquin Phoenix a refusé de faire le rôle de Dirk Diggler. Il voulait pas jouer une star du porno. Mais ça, faut voir aussi que ces mecs-là, ils sont entourés de publicistes, de machins, qui, dès que c'est un film sur le porno, ils ont vu 20 personnes qui a dû leur dire c'est la fin de ta carrière si tu fais ça. Tu vois, parce que c'est quand même tous ils ont tous la trouille, tu vois. Ils savaient pas trop ce que le mec allait faire. C'était un type qui est un metteur en scène qui n'était pas connu encore, tu vois. Ouais. Et j'ai d'autres noms également pour le rôle de Jack Horner que jouerait Burt Reynolds. Bill Murray, Harvey Keitel, Warren Beatty et Albert Brooks. Warren Beatty. Albert Brooks qui était fantastique dans Drive. Vous vous rappelez, dans un rôle tragique. Oui, dramatique. formidable. Ouais. Warren Beatty, il l'aurait jamais fait. Enfin, je sais pas comment même il a pu penser à ça. Non, mais Reynolds, c'était le choix idéal parce qu'il est tellement, en plus, son image est ancrée dans les années 70, tu vois, donc c'était parfait, quoi. Ouais. Enfin, ils ont tous un a priori avec le fait que ça se passe dans le porno, tu vois, enfin, très puritain quand même. Il y a aussi que c'était un débutant, Thomas Anderson, à l'époque, Ouais. donc il n'inspirait pas forcément confiance, hein. Ouais.
Je pense qu'il est un peu spécial, hein. Il a l'air il a l'air un peu dingo aussi, tu vois. Donc peut-être que les mecs se demandaient ce que ça allait donner. Hard Eight, c'est pas franchement comme quand tu voyais Reservoir Dogs où tu te dis t'as affaire à un génie, tu vois. Moi je trouve que c'est pas un film très spectaculaire. Mais c'est vrai que il fait un petit peu pour Burt Reynolds ce que Tarantino avait fait pour Travolta dans Pulp Fiction. On parlait de films complémentaires, Pulp Fiction, Big Lebowski et celui-ci. Il les remet en selle et leur donne une deuxième vie en fait de carrière. Comme Brando dans Le Parrain, tu vois. Enfin, c'est ces gars qui sont en perte de vitesse et qu'on... Vous vous souvenez de la tête terrible que faisait Burt Reynolds aux Oscars? Parce qu'il était persuadé qu'il l'aurait, certain. Tout le monde disait que c'était lui qui allait l'avoir et il l'a pas eu. Ouais. Et il y avait un gros plan sur son visage, c'était terrible, terrible. Il n'a pas pu le masquer, quoi, la déception et le... Oui, mais en même temps, il dit qu'il déteste le film, donc il aurait eu l'Oscar, ça se trouve, il serait même pas allé le chercher, ou enfin, c'est même curieux. Il était dans la salle, il y était. Ouais. C'est curieux parce qu'il a l'air de dénigrer le film, mais même juste après la fin du tournage, il avait l'air de dire que c'était de la merde. Alors peut-être qu'il l'a vu entre-temps et qu'il s'est dit non, c'est pas de la merde. Oui, effectivement, comme tu dis, ses agents lui ont dit non, Coco, c'est bon pour toi. Et... Oui, mais ça prouve qu'il est pas intelligent parce qu'il se dit quand même ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas un gars très malin, ou alors il était détruit par la drogue. Moi, ça me paraît mais pas Paul Thomas Anderson veut faire un film de 3 heures NC-17, c'est-à-dire le nouveau X. Bien sûr, le studio s'y oppose, New Line, mais c'est vraiment un pouvoir. L'auteur, à cette époque, grâce à Tarantino, à Miramax, est tout puissant. Et on ne verrait plus jamais ça. C'est l'époque où à New Line, il y avait un gars qui s'appelait Michael De Luca, un producteur qui était, qui adorait de toute façon Paul Thomas Anderson. C'est lui, je crois, qui avait décidé de faire Boogie Nights et qui avait assez envie de prendre des risques comme ça avec des gars un peu allumés. Donc, je pense que sans Michael De Luca, peut-être que Boogie Nights n'aurait pas vu le jour. C'est vrai, mais c'est une époque qui voit fleurir les frères Cohen, Soderbergh, tous ces cinéastes auteurs. Effectivement, qui aurait peut-être plus de mal. Mais c'est marrant de voir comme Paul Thomas Anderson, je trouve que c'est plus tellement des films dans l'esprit de Boogie Nights, c'est ce qu'il fait, ni de Magnolia, tu vois. Il y a des trucs très contemplatifs, très. Tu vois, moi, Phantom Thread, je sais pas, il y a des gens qui adorent, qui trouvent que c'est un des plus grands films des 30 dernières années. Moi, ça m'a pas ému du tout, cette histoire d'omelette aux champignons empoisonnés. Ça m'a paru, mais. C'est vrai. Touché, quoi. J'adore Boogie Nights et j'adore Magnolia. C'est deux. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve c'est moins bon, effectivement, depuis quelques années. C'est moins bon pour nous, mais je t'assure que les critiques, c'est ces films-là qui trouvent très supérieurs à Boogie Nights et même encore à Magnolia. Enfin, ils trouvent que Phantom Thread, c'est vraiment le meilleur film qu'on ait fait depuis 25 ans aux États-Unis. Tu vois, c'est fou. Tu sais que Tarantino dit que le dernier film de Burt Reynolds, c'est Il était une fois à Hollywood. Oui, parce qu'il a lu pour le rôle de Bruce Dern, Span, du Ranch Span. Et en fait, les bandes doivent exister quelque part. Il doit y avoir effectivement cette lecture. Mais il était trop vieux pour faire le rôle. Elle est formidable d'ailleurs, la scène entre Bruce Dern et Brad Pitt au Ranch Span. Ouais. Tout ce qui se passe chez Manson, c'est formidable. Je suis pas sûr que ça aurait été mieux avec Burt Reynolds. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que le film aurait dû être plus axé sur Charles Manson. Comme The Master aurait dû être plus axé sur Ron Hubbard. Le Master, ce qui est pas bien, c'est le scénario. C'est-à-dire que je trouve que il n'y a pas de progression dramatique. La relation entre ces deux types est pas très intéressante. C'est toujours la même chose. Joaquin Phoenix, c'est toujours avec son air abruti. L'autre qui donc tu t'attends à un truc. Le sujet était fascinant. C'est-à-dire ça aurait pu être un film assez extraordinaire, mais ça ne délivre pas. Il refuse son sujet, effectivement. Ainsi s'achève la liste de PTA. Boogie Nights arrive à se faire aussi parce qu'il est pas très cher, il est peu cher, comme on dit dans le Sud. Et c'est vrai qu'il passe un petit peu sous le radar. Et les acteurs sont extraordinaires. John C. Reilly a tourné avec mon père. Il paraît qu'il est très sympathique dans la vie aussi. Le truc est dans un très mauvais film avec Matthew Broderick qui s'appelle Out on a Limb. J'ai pas rôle. Et mon père, je lui ai demandé de me parler un peu de John C. Reilly pour l'émission. Et il m'a dit qu'il l'avait vraiment impressionné à un moment parce qu'il devait rentrer dans une voiture en marche. Et il l'avait fait comme Buster Keaton. Il avait disparu tout d'un coup dans la voiture par la fenêtre ouverte alors que la voiture roulait. Et il avait cette grande physicalité des clowns. D'ailleurs, il est très en forme dans le film. T'as vu, on le voit souvent torse nu, il est très bien bâti. Et il m'a fait penser à ces acteurs des années 70, en particulier même à Robert Charlebois, tu sais, à l'époque de oui, c'est vrai, il ressemble un peu, ouais. Mais il a tourné avec des Français, il a tourné avec Thomas Bidguin, le scénariste de Audiard, Reste poli. Cowboy.
Et il a tourné avec Polanski, Carnage. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est un acteur que j'adore, au même titre que Philip Seymour Hoffman, dont on parlait la semaine dernière dans Big Lebowski, qui nous a quittés bien trop tôt. Il est extraordinaire, Philip Seymour Hoffman, dans le film, dans le rôle de l'assistant qui tombe amoureux. Il est prodigieux. Et il arrive depuis sa première apparition. Tu sais, il a vu, il se tient toujours le bras. Incroyable. Il se tient le bras. Il te fout mal à l'aise, rien que par un regard ou un regard larmoyant. Et tu le vois. Je l'avais jamais vu. Tu le vois à l'arrière-plan. C'est le premier film où je l'ai vu, je crois. Ouais. T'as vu quand il suce son stylo, quand il accompagne sur le plateau, il a des idées tout le temps, dans toutes les prises. Ouais. Il commence un plan sur Philip Seymour Hoffman en train de manger un gâteau de mariage, tu as vu? Je l'ai rematé 5 fois. Avec ce débardeur qui le boudine un peu, là, tu vois, il fringuait de manière pas. Tu as remarqué un truc que j'adore, moi, c'est que quand il est à l'arrière-plan, mais vraiment derrière, hein, il commente tout par des expressions. C'est-à-dire, si quelqu'un est fâché, il fait... il commente tout. T'as vu comme il est bouleversé quand Burt Reynolds en vient aux mains avec Mark Wahlberg? Oui. Ah oui, il est en larmes. Il est en larmes dans l'arrière-plan. C'est extraordinaire d'avoir tout d'un coup un personnage comme ça dans un film. Et c'est là que tu dis quand même que Anderson, il est quand même très bon, parce que pour arriver quand même à orchestrer toutes ces performances-là, déjà de choisir, parce qu'il fallait les trouver, là, quoi. Il y a William Macy aussi, tu vois, qui est extraordinaire, qui est génial, quoi, qui joue le gars, incroyable, dont la femme est une vraie actrice de porno, Nina Hartley. Et donc, il y a plein de petites silhouettes comme ça de personnages secondaires qui sont presque plus... C'est ça aussi qui fait penser à Barry Lyndon, c'est que toutes les gens autour sont presque plus, je dis pas plus intéressants, mais disons, sont presque plus colorful, tu vois, comment on dit, plus haut en couleur que le personnage principal, finalement. Ouais, c'est vrai, mais j'adore, moi, on en parlait de ce mélange d'acteurs un peu excentriques, un peu outrés, avec des gens plus lisses, entre guillemets. Et Thomas Jane aussi, quoi. C'était un de ses premiers films. Thomas Jane, il est assez extraordinaire. Tu as vu dans la scène avec Alfred Molina, quand il a une espèce de fou rire hystérique. Ouais. Ah, ça aussi, je l'ai rembobiné parce qu'il m'a impressionné, Thomas Jane, dans ce film. Il y a Julianne Moore. Enfin, il y a quand même un casting qui est incroyable dans ce film, tu vois. Bien sûr, Heather Graham. On va parler de tous ces gens, mais parlons un petit peu casting toujours avec la star, Dirk Diggler, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, il vient de Marky Mark and the Funky Bunch, tu sais, il vient de la musique, vous le savez ça. Il vient aussi surtout malheureusement d'un crime racial qu'il a commis à cette époque-là, où il a carrément énuclé un vieux Vietnamien dans une épicerie. Ah bon? Ouais. Et comme il s'est excusé par la suite. Ah bon, ça va alors. Ouais, ça va. C'est comme Bad Day à Black Rock, quoi. Voilà, c'est à Black Rock, mais en vrai, je suis content que tu aies fini par le voir, Philippe, d'ailleurs, non? Grand film, mais on va pas en parler aujourd'hui, on en fera une spéciale ciné-chat. Mais effectivement, il a ça, il est devenu très catholique. Vous avez entendu parler de son régime ou pas? Du régime journalier quotidien de Mark Wahlberg, parce qu'entre-temps, il est devenu une énorme star hollywoodienne, effectivement, depuis Boogie Nights. Il a renié un peu le film, d'ailleurs, qui va contre ses préceptes religieux, mais surtout, il se réveille. Écoutez, un petit peu, ça m'a rappelé un peu le régime de Hunter Thompson, mais à l'inverse. Il y en a un, c'est que de la drogue, tu vois, mais là, écoutez Mark Wahlberg. 2h30, il se réveille, 2h30 du matin. 2h45, prière. 3h15, petit déjeuner. De 3h40 à 5h15, le premier workout, premier entraînement. Comme toi, Philippe, non? Oui, on a tellement de points communs pour l'instant, je suis impressionné. 5h30, post-workout, repas. Le petit snack après le workout. 6h du matin, la douche. Il est propre quand même, Marc. Et c'est très curieux parce que 7h30, golf. Alors, il passe 1h30 dans la douche, peut-être. C'est embêtant en Californie. Non, faut y aller en voiture. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, 8h du matin, snack. 9h30, alors là, c'est là qu'on rentre dans vraiment l'étrange. Et Philippe, je pense que tu vas pouvoir te reconnaître une fois de plus. Récupération en chambre cryogénique. Oui, ça m'arrive aussi, oui. 10h30, un petit snack. Effectivement, on snack beaucoup. C'est la cryogénie, ça fatigue et ça donne faim. Ensuite, à 11h, alors là, c'est family time. Meeting et travail. Donc, apparemment, il mélange tout. C'est extraordinaire. Et bon, etc. Il va chercher ses enfants à 3h à l'école et il se couche à 7h30 du soir. Moi, j'en crois pas un mot.
Lui doit être un crétin complet aussi, je pense. En tous les cas, il a une chapelle dans sa maison et un ring de boxe. Un abruti. J'adore. De toute façon, déjà, pour faire du rap, là, enfin, c'était quoi son groupe, là? Tu voyais quand même. Je l'ai dit, c'était Il Marky est- Mark il and est- the Funky Bunch. Oui, mais c'est un bon acteur, d'ailleurs, hein, mais bon, Non, c'est une petite brute, effectivement, je sais pas, c'est Boston ou je sais pas d'où il vient, qui tout C'est d'un un coup brute. est devenu une énorme star. Mais c'est Mais pas un il est mauvais acteur, il est excellent. formidable dans Boogie Nights. Ce qu'il fait Il dans est Boogie Nights formidable, est oui. extraordinaire. Excellent aussi dans Les Infiltrés de Martin Scorsese. Il peut faire penser à une sorte de jeune Jimmy Caan, un peu, tu vois. Il a le côté. Il Bon aurait pu faire exemple. Sony dans Le Parrain, par exemple, tu vois. Moi, Bon exemple, il a ce côté volatile, en particulier dans cette scène où justement il veut se battre avec Burt Reynolds. Il est extraordinaire parce que c'était un tout jeune acteur, il a rien fait à l'époque. Et il a une Ouais, Il a candeur peut-être aussi. fait, il a fait un film qui s'appelle Fear, où il était formidable aussi, où il joue le boyfriend de l'enfer. Un psychopathe, oui, c'est très bien. Ouais. Son frère Donnie Wahlberg est assez connu aussi, et je crois que ses autres frères ont une compagnie de hamburgers qui s'appelle Wahlburger en Amérique. Il y a une émission de réalité TV dessus. Je sais que Brian De Palma avait voulu le prendre pour le Dahlia Noir pour faire le rôle finalement parce qu'il était d'accord pour le faire et c'est quand ils sont allés tourner en Bulgarie en fait Wahlberg ne voulait pas aller en Bulgarie et c'est lui qui a fait Aaron Eckhart tu vois et en fait Ouais. au départ il cherchait un jeune Jimmy Caan tu vois donc c'est pour ça qu'il avait pensé à Wahlberg parce qu'il y avait des points communs et il paraît Ouais. d'ailleurs que Jimmy Caan et Wahlberg étaient très copains parce qu'ils jouent en plus dans The Yards ensemble. Donc, Ils ont un autre point commun, c'est qu'ils dansent très bien, parce que Wahlberg, à un moment, sa séquence disco dans Boogie Nights, danse, et là, on voit tout son passé de musicien et de danseur, effectivement, et il se développerait donc un corps incroyable par la suite aussi. après tu peux être un abruti complet et un très bon acteur hein, ça veut rien dire. Bah oui, c'est sûr, regarde-moi. Mais Burt a refusé le rôle 7 fois, j'ai lu dans les trivia. Ah oui. Ouais, quand même, il a essayé de faire comme Zardoz, mais il a... Mais tu crois pas, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans le film, c'est que j'avais moins ressenti les autres fois, et c'est peut-être ça qui a fait reculer des acteurs. Comment veux-tu? Je trouve qu'il y a un regard moralisateur dans le film et judgmental tout le temps, c'est-à-dire il n'y a pas de générosité dans le regard d'Anderson sur ses personnages. Tu vois, C'est tu vrai. disais qu'on t'aimait pas les mecs des affranchis parce qu'ils étaient des connards et tout ça, mais on les aimait bien quand même, ces personnages. Ceux-là, je trouve, c'est quand même pour la plupart des vermines, tu vois, c'est... Mais ça, c'est surtout il les prend un peu pour des cons parce qu'il Mais c'est ça, qu'il y a c'est ce que je quasiment te un dis. alphabet et tout, mais en même temps, par moment, il a la même tendresse que Tim Burton pour Ed Wood et sa bande de Je suis cinglés. pas d'accord. C'est Je suis marrant, pas parce que d'accord. moi, Je trouve qu'ils sont assez méprisables dans l'ensemble. Moi, Ouais. je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, je trouve que c'est comme des enfants. T'as vu, ils font du karaté, ils s'émerveillent de tout. C'est Ouais. C'est une Enfin, famille, c'est- en fait, avec des enfants plus ou moins débiles, tu vois, le père plus ou moins... moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sorte de tendresse, même si ça devient assez sordide. Mais ils se moquent de Philippe a raison dans le sens où ils se moquent de par moment Oui, quand même quand oui. ils sont dans le Ça studio. devient un peu tendre, entre guillemets, à la fin, quand ils se retrouvent pour tourner un énième porno, je sais pas combien d'années plus tard. Là, il y a une certaine tendresse de dire ces vieux ringards, bah, au lieu de se laisser couler, ils essayent une dernière fois, et là, c'est un peu... Mais le reste, je les trouve... En plus, je il y a un truc trouve qui est le regard d'Anderson terrible. Oh, le regard je trouve, sur Julianne Moore, là, avec son mari, sur le gosse, ça, je trouve ça, c'est assez... Ouais, mais en plus, il y a un truc qui est faux dans cette histoire, c'est que Gérard Damiani, quand il faisait ses films porno, il n'avait pas ce regard de Burt Reynolds qui disait j'ai fait le plus grand film de ma carrière, on va révolutionner le truc, etc. Il n'avait pas ce côté visionnaire, et surtout, c'est Paul Thomas Anderson en fait qui parle de lui et de l'arrivée de la vidéo, et il signale aussi l'arrivée de C'est surtout YouTube, la- de YouPorn. C'est surtout le remake de la scène du parrain où tu as le mec qui vient proposer à Don Corleone de passer à la drogue. Et Oui. l'autre qui dit, non, je fais pas la drogue. Et c'est Ouais, fait pareil. absolument. Ouais, quand il vient Ouais, de c'est finir vrai. Et pour le côté moralisateur, tu vois, je trouve que le seul personnage qui s'en sort dignement, c'est le Don Cheadle, qui arrive à se marier, à avoir un enfant, à ouvrir son magasin, etc. Mais parce que c'est celui qui avait un projet à la base. Ouais. C'est celui qui voulait s'en sortir et devenir un Et il est drafty. formidable Oui, d'ailleurs, là- Don Cheadle, hein. Oui, mais la scène où tu as Don Cheadle qui est à la banque, tu sais, pour essayer d'avoir Ouais. son prêt, là, c'est pompé sur la scène où Warren Beatty va à la banque pour son prêt de shampoo. Exactement, il y a plein de scènes comme ça dans les années 70. où Oui, tu vas oui, voir, oui, il a refait des scènes célèbres de films. Mais en parlant La de scènes scène de- célèbres, t'as aussi Raging Bull quand il est devant le miroir. Tu sais, Taxi Driver, Travis Bickle devant le miroir aussi. Et Saturday Night Fever, quand tu as le plan comme ça, quand tu vois le poster de Serpico dans sa chambre, tu vois. Ouais. Ouais. Et de Bruce Lee, ouais. Mais Mais Saturday Night Fever au début, quand tu les vois au disco, là, tout ça, c'est exactement la même dans le manière de dire le. Reseda dans la vallée. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il est arrivé à recycler
des images connues des films des années 70, mais je trouve que le film est quand même très personnel, quoi. C'est-à-dire, C'est vrai, c'est vrai. c'est pas C'est un vrai. à la manière d'eux, tu vois, qui pourrait être... Mais le porno a l'air vrai. Il a dit qu'il s'est inspiré de véritables dialogues et on sent qu'il en a maté beaucoup. Est-ce qu'il est Je crois qu'il arrivé il a passé un an avec Ron Jeremy en recherche avant le film. Ron Jeremy, grande star du porno des années 70 et 80. Mais tu sais que moi, un jour, je me suis retrouvé dans un petit déjeuner dans un hôtel où il y Ron avait Jeremy. Jérémy, et c'était c'est la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, il n'existe plus l'hôtel, c'était l'hôtel Wyatt de West Hollywood, tu vois, qui était juste à côté du château Marmont, tu vois, il y avait et en fait, il paraît que Ron Jeremy, son vrai nom, c'est Wyatt. Alors, je sais pas s'il avait des actions dans la chaîne Wyatt, mais il était là tous les matins au petit déjeuner, tu vois, donc tu avais l'impression qu'il habitait dans l'hôtel, quoi. Wow. Et j'ai appris après que dans cet hôtel, donc le Wyatt qui est sur Sunset, hein, c'était un hôtel où dans les chambres, ils tournaient des films porno, tu vois. Wow. Alors que c'était un hôtel vraiment central, tu le voyais, c'était... Et vous avez sympathisé avec Ron? Non, on n'a pas sympathisé, mais je l'ai reconnu parce que tu pouvais pas le rater, quoi. Bah, franchement, T'as vu cette énorme bite et tu t'es dit c'est lui. Avec une nana qui avait l'air de sortir d'un film porno aussi, c'était très étrange, tu vois, alors que tu avais des tas de touristes à côté, tu vois, c'était quand même assez curieux. Ah, c'est incroyable. Mais c'est vrai que le porno était pas très bien fait dans Big Lebowski, c'était beaucoup plus fait pour la comédie. Et en fait, quand il tourne avec Nina Hartley, Paul Thomas Anderson, il fait ce que voulait faire Brian De Palma sur Body Double, tourner avec une véritable actrice. Oui, mais ce qu'il est arrivé à retracer, d'après ce que De Palma nous avait raconté quand on avait fait l'entretien sur Body Double, parce que tu sais qu'au départ, il voulait tourner avec une vraie actrice de porno, Body Double. Rapproche-toi du micro. Il voulait tourner avec Annette Haven, qui était une actrice porno de l'époque, et il avait fait des démarches pour que ce soit elle. Et en fait, il a pris Mélanie Griffiths après, parce qu'elle n'arrivait pas à jouer vraiment la comédie. Ouais. Et il nous avait raconté, en gros, que les gens du porno étaient très marrants, qu'il y avait une espèce de camaraderie sur les tournages. C'est un peu comme une grande famille. Et je trouve qu'il est arrivé à retranscrire ça. On le ressent, effectivement, dans Boogie Nights. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup plus parodique. Je trouvais pas que c'était pas je n'ai pas trouvé que c'était sordide au début quand tu les vois tourner. T'as l'impression que c'est une famille avec des gens qui s'amusent, tu vois, qui font des. Il y a un truc que voulait Paul Thomas Anderson, Poltergeist Anderson. C'est qu'il a dit, je veux aucun arc pour les caractères. C'est ce dont vous parlez, ils sont quasiment les mêmes au début et à la fin. Oui, mais il y a ça dans Master aussi, et moi ça m'avait bien aidé dans The Master, par exemple. Mais ça, c'est un peu Kubrickien aussi, d'une certaine manière. Oh, Kubrick, je trouve quand même, il y a... Non, c'est vrai, il y a des arcs. Il est pas le même au début et à la fin. Shining, bon, il est déjà fou au début, encore plus fou à la fin, mais non, c'est quand même. Moi, je trouve pas. J'ai jamais trouvé personnellement, moi, qu'il y avait un grand rapport entre. Parce qu'on arrive toujours, on est en train de dire que Paul Thomas Anderson, c'est le nouveau Kubrick. Moi, j'ai jamais senti vraiment. Faut pas exagérer. Enfin, tu vois, bon, le début de There Will Be Blood, tu peux penser au début de 2001, mais enfin, à ce moment-là, tu peux le faire dans 50 autres films, tu vois, où tu peux dire, ah oui. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé que le style était Une trivia qui m'a intéressé, Philippe, c'est que apparemment Mark Wahlberg regardait la bite, la prothèse qu'on lui a faite pour le film, et qu'elle commence à se détériorer, dit-il, en interview. Ouais. Et tu sais que John Leguizamo, vous connaissez, qui jouait Benny from the Bronx dans Carlitos Way, qui est un formidable acteur, jouait un personnage qui s'appelle Clown dans un mauvais film de super-héros qui s'appelait Spawn. Et il avait le même maquilleur que le type qui faisait la bite de Wahlberg sur Boogie Nights. Et donc, à chaque fois qu'il le voyait arriver dans sa loge pour qu'il le maquille en clown, il disait « Tu t'es bien lavé les mains, hein ?» Attention, hein. C'est Leguizamo qui le raconte. Mais c'est génial qu'ils aient fini le film par ce gros plan, parce que tu te dis, on parle que de ça pendant 3 heures pratiquement, que de la bite de Mark Wahlberg. On en parle sans arrêt. Et c'est formidable d'avoir terminé, on la voit enfin, et c'est pathétique. Cette espèce de plan avec cette longue biroute molle, un gros plan. C'est terrible et c'est drôle. C'est la scène de Raging Bull. Absolument, c'est choquant, drôle et terrible. Ouais. Et tu dis, putain, 2h39 de film pour ça, tu vois. Mais moi, je trouve franchement que je l'ai revu, là, je trouve, moi, je l'ai encore plus aimé, je crois, que je trouve franchement... Oui, moi aussi. Ah ouais, ça passe très bien, parce que le film fait quand même 2h35, et ça passe formidablement. Et la partie d'échéance est complètement atroce. Terrible. Quand il se branle dans la voiture avec le mec à côté, là, mais c'est une horreur. D'ailleurs, avec cette espèce de frat boy qui viole plus ou moins Roller Girl, c'est terrible. Ouais. Il m'a rappelé les personnages. Il m'a rappelé les personnages qui agressent Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, tu sais.
Burt Reynolds qui, en voyant le mec qui est carrément en train de la ravager, dit c'est pas sexy. Tu vois. Oui, oui. Et puis Roller Girl qui passe à Rollerball à la fin quand même. Quand elle lui marche sur le visage à coups de Ouais. talon, t'as vu de J'aime Rollerball. bien comment les transitions d'année en année sont faites, tu vois. Enfin, je trouve vraiment c'est un très très beau film, quoi. Et c'est un film sur la famille. Tu disais, tu as raison, c'est un film sur la famille, comme Le Parrain, ou comme Fast and Furious. I don't have friends, I got family. C'est un film sur la famille et le porno est finalement très anecdotique. Enfin, c'est pas franchement un film sur le porno, tu vois, quand tu vois le film. Quoi. Mais les passages comment dire, du grotesque sympathique, comme la grande partie chez Burt Reynolds, tu sais, où la femme de William Macy se fait sauter par terre devant tout le monde et tout. Ouais. La bascule entre ça et l'horreur, c'est-à-dire que le moment où William Macy va chercher un flingue et tue tout le monde, Et c'est brillant, c'est brillant. au C'est niveau- extraordinaire. C'est un formidable plan séquence. Il y en a plusieurs dans le film qui sont spectaculaires, comme celui au début où il présente tous les personnages. c'est l'art de la rupture de ton. Hein. Ouais, et parlons-en justement de cette séquence avec William Macy qui est extraordinaire, et de l'utilisation de la musique très scorsésienne. On a aussi de nouveau un jukebox fantastique des années 70, mais là, cette fois-ci, comme Tarantino, on a l'impression que ce sont ses propres disques à lui. Il a une véritable connaissance musicale et pas fatalement un conseiller musical. Et c'est vrai que cette chanson Do Your Thing de Charles Wright est extraordinaire et ponctue ce plan séquence qui finit par la mort de Macy. C'est marrant parce que tu vois, moi je pensais qu'il était influencé par Brian De Palma parce que le début avec ce plan séquence incroyable, ça peut faire penser à l'Impasse. Mais en fait, pas du tout. Quoi. Il est influencé par Jonathan Demme. Hein. C'était ça son metteur en scène de favori et qu'il essayait dont il essayait de copier le style dans Boogie Nights. Moi, pourtant, j'ai pas le souvenir dans. Tu parlais aussi de Altman, on sent toujours. Altman, oui. Pardon. Encore plus dans Magnolia, parce que ça. Oui, puis on sent qu'il a modelé sa carrière après Altman. There Will Be Blood, c'est son Macabre and Mrs. Miller, tu vois. Magnolia, c'est son Nashville. Enfin, il y a tout ce côté, effectivement. C'est vrai. Ou HB un peu, tu vois, t'as l'impression qu'il retravaille un peu tous les metteurs en scène des années 70, mais avec une vraie personnalité. C'est pas juste une copie, de la copie, tu vois. C'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, quand je vois Phantom Thread ou je retrouve pas ce que j'aime là. Alors après, un metteur en scène peut évoluer, hein, mais moi j'aime moins sa dernière veine. Même si j'ai aimé Licorice Pizza, je suis pas fan des ceux qui se prennent très au sérieux. Tu vois. Ouais. Il y a une des plus grandes scènes de cocaïne. On parlait de celle des Goodfellas qui est fantastique quand il est poursuivi par le FBI, mais celle-ci où tu as Julianne Moore et Heather Graham dans la chambre et qu'elle lui demande est-ce que je peux t'appeler maman et qu'elles sont toutes les deux hystériques. C'est hallucinant cette scène. Le rire de Julianne Moore fait froid dans le dos quand il se met à éclater de rire. Cool. Pendant tout le film, ouais. Et puis la scène où il s'engueule avec sa mère, là, c'est quand même aussi c'est extrêmement violent. Oui, elle est formidable, l'actrice d'ailleurs. Julianne Moore est remarquable parce que même quand elle n'est pas sous cocaïne, elle a l'impression d'être toujours sous médicaments et d'être toujours out of it, comme on dit en anglais, tu vois. Et j'aime bien comment quand il retrouve presque la texture des films porno pellicules, tu vois. Enfin, je crois qu'en fait il filmait le film projeté sur un mur. Chaque fois qu'on voit un truc porno dans le film, une image porno, je crois que c'est en fait il filmait le film projeté, quoi. C'est-à-dire donc ça donne une texture un peu passée comme ça. Tu vois, les images ont l'air un petit peu déjà usées, un peu évanescentes, quoi. Et ça donne pas mal de poésie, je trouve, au film. Et ça contraste avec le côté cru porno, tu vois. C'est vrai, absolument, ça fait vrai en tous les cas, c'est sûr. Mais ce film est une comédie noire aussi, et c'est une comédie de l'inconfort. Tu sais, comme on parlait pour Kings of Comedy, où c'est tout d'un coup. Je comprends pourquoi il y a moins de comédie, parce que tout d'un coup, c'est une ironie. Et des moments où on est mal à l'aise, et en même temps, on a envie de rire. C'est un mélange qui fait que ça annonce, à mon avis, avec des films comme Pulp Fiction, un petit peu la mort de la comédie dans le cinéma américain. Mais déjà au début, quand tu vois la scène où ils sont à la piscine, tout ça, tu vois déjà ces filles qui commencent à avoir le nez qui saigne, tu vois. Enfin, il arrive à installer des moments de rupture de ton, tu vois, dans des trucs. T'as justement ce malaise qui arrive parce que tu vois qu'il y a quelque chose de terrible qui peut arriver. C'est vrai que tu as vu d'ailleurs ce personnage, du colonel, qui est le financier de Barcelone, qui était horrible. Il est sordide comme c'est pas possible. Et lui aussi est puni. C'est pour ça que je te parle de côté moralisateur, c'est qu'il est puni à la fin. Ouais. Il devient la bitch d'un espèce de gros tolard en prison. Ouais, exactement, ouais. Il est formidable cet acteur. Il était dans Hard Eight apparemment et ces scènes sont terribles. Je sais pas si le film est si connu que ça aujourd'hui. Non, c'est vrai, j'ai pas l'impression effectivement que ce soit un film qui... Non, en France, c'est pas un film dont on parle souvent, alors qu'on parle souvent de Paul Thomas Anderson, mais c'est jamais un film. On parle de Magnolia, mais celui-là est pratiquement passé à l'as, quoi. Ouais. Il a quel âge? Il a 25 ans, le film? 97.
Mais il y a une scène que j'adore, c'est la scène effectivement d'Alfred Molina avec ce jeune asiatique qui envoie des pétards à travers toute la scène. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Molina ne réagit pas du tout aux pétards, comme Robert Duval avec les explosions dans Apocalypse Now, tu sais. C'est vrai. Toujours impassible. Et c'est une scène extraordinaire. Il ne connaissait pas la chanson Molina. Il l'a écoutée pendant 3 jours sans discontinuer pour l'assimiler, la chanson de Sister Christian. Et c'est vrai qu'une fois de plus, grande utilisation de musique diégétique dans le film. Ils ont considéré Jack Black pour le rôle de Philip Seymour Hoffman. Ah non, Ça aurait pu aussi. non. Ça aurait été moins bien que j'aime beaucoup Jack Black par ailleurs. Alors, Luis Guzman, formidable. Oh, génial, génial. La ringardise incarnée, c'est formidable. Le parasite. Mais lui, tu l'as vu dans les Deux Palmas au début. Il était dans l'Impasse. Je crois que moi, je l'avais jamais vu dans l'Impasse. Là, il a un peu disparu, mais je suis content, il revient ces jours-ci sur Netflix. Il joue Gomez dans La Famille Adams de Tim Burton. Oui, oui. J'ai vu, ouais. Bon casting. Il a une tête de loup-garou un peu, tu vois. Déjà, Mi-transformation. ouais. Tu l'as vu dans des Soderbergh aussi. Je savais pas, mais j'ai lu à l'occasion de cette recherche que Burt Reynolds avait refusé de faire Han Solo. Ah oui. Ils sont 50 à avoir. Al Pacino aussi a refusé Han Solo. T'imagines, Stallone a refusé Han Solo. Enfin, t'imagines Al Pacino en Han Solo. Ouah Chewbacca, ouah. Il dit qu'il a regretté beaucoup parce qu'il aurait pu se faire plein de pognon. Tu vois. Là, ce qui est brillant, c'est qu'il arrive à faire coexister la comédie, la presque parodie. Tu vois, quand tu les vois tourner leurs films, par moments, tu as l'impression presque de voir un sketch des nuls, quoi, quand tu les vois imiter tu sais, les films où tu les vois courir après des. Enfin, parce qu'ils sont censés écrire des scénarios où il y a des malfaiteurs. Et tu sais, comme les fausses pubs des nuls où tu les voyais à chaque fois shooter dans une pile de carton quand ils passaient. Là, tu as quasiment la même chose, tu vois, avec leurs pattes def. C'est les aventures, je crois que c'est Brock Landers, son alter ego détective. Ouais. Et donc, il arrive à faire après aussi des scènes extrêmement... Mais on est en bordure de parodie, là, quand même, quand les scènes où, avec Guzman, justement, et John C. Reilly, c'est un petit peu comique, quand même. Moi, d'arriver, je te dis, à faire coexister tous ces styles en même temps, et c'est vraiment pas facile, et moi, c'est ça que j'admire vraiment beaucoup dans le film, c'est les ruptures de ton, et c'est le mélange des genres, et c'est ce côté presque roman d'apprentissage, comme ça, sur 2h30, tu vois, qui a un côté presque épique, un peu. Qui peut faire penser au roman balsacien, à Barry Lyndon, tu vois, cette espèce de... Ouais. Tu t'es reculé de ton micro encore. Non mais là, c'est pas possible, je peux pas me coller non plus. Mais ça fait vraiment... Moi, ça me fait... Ça fait 2 heures de travail en plus pour moi. Mais c'est pas possible, là il est à fond, là. Mais non, là c'est parfait, quand tu t'approches, c'est parfait. Et je vais t'acheter un micro-cravate. Ça, là, on l'entendait plus du tout, là. Ouais, c'est bon là, Laurent? Non, Laurent, t'as disparu, merde, reviens Laurent. Merde. On va finir à 2, Philippe, je sens. Là, comme ça va? Ouais, parfait. Mais c'est vrai qu'ils ont un côté aussi quand même par moments cultiste, un petit peu cette famille. On pense presque à la famille Manson qui aurait trouvé un hobby, qui est le porno. Et tu vois, le porno français, il y a eu des exemples, ils ont voulu faire un film comme ça qui s'appelait Chronique des années de baise, je crois, non? Comment ça s'appelait ce truc avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch, là? C'était pas terrible d'ailleurs, mais le porno français, je trouve, il y a un côté... parce que ça pourrait être un peu comme ça, tu vois, toute l'époque Brigitte Lahaie, tout ça, mais là, il y a... Je sais pas, je trouve que ça, c'est beaucoup plus intéressant cinématographiquement. Je sais pas si ça aurait un intérêt de faire un film sur le début du porno français, tu vois, des années 70. Tu sais, t'as aussi le décor, hein. Le décor, les extérieurs et tout ça, ils sont formidables. Donc en France, tu serais quoi? Tu serais à Aubervilliers Ouais, ou dans des villas, des Yvelines, tu vois, ou un château quelconque. Je vois pas ce que ça pourrait faire de fascinant. C'est vrai. Ce qui est curieux, c'est que c'était assez gonflé, visiblement. Moi, j'étais curieux, étonné de voir à quel point les gens s'arrêtaient vraiment quand ils lisaient que ça se passait dans le monde du porno. Je sais pas, les agents disaient à leurs clients de pas le faire, tu vois. Enfin, comme si c'était la peste, quoi, tu vois, sans voir quel était le scénario. Je crois même que William Macy, on lui avait dit de pas le faire. Il a lu le scénario, il a adoré le scénario, tu vois. Donc c'est quand même, c'est un film, je pense, qui n'a pas dû être facile pour ça, quoi. C'est que le fait que ça se passe dans le porno, ça a dû lui fermer beaucoup de portes. Beaucoup de portes vertes, bien sûr. Donc d'être arrivé quand même à faire ça comme il l'a fait, je pense que ça montre une détermination chez le gars qui... Wahlberg est vraiment bon, hein. Je suis pas sûr que DiCaprio aurait été très supérieur. Il y a une candeur, Wahlberg, que n'aurait pas eu DiCaprio, je pense. C'est vrai. Mais DiCaprio, en fait, il l'avait vu dans les Basketball Diaries, Paul Thomas Anderson, et DiCaprio a refusé Boogie Nights pour aller faire Titanic.
Oui, mais je crois qu'il aimait beaucoup le scénario, et puis il a choisi Titanic, tu comprends pas pourquoi, hein, mais c'est... J'aimerais bien faire Titanic en ciné-chat un jour. Ah bon. Cachez votre enthousiasme. Ouais. Mais moi, On j'adore. ne sera pas obligé de le revoir alors. Ouais, moi, j'adore pas. Enfin, je déteste pas non plus, mais franchement, c'est pas. C'est le chat, l'émission que vous avez intérêt à aimer, car on sait où vous habitez. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage au pays du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Qu'avons-nous appris? Rien. Sinon que, grosse bite ou non, il est long le chemin. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Dans les mots immortels d'ACDC. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus, souscrivez aux fantastiques vidéos de Romain Lenoff sur YouTube. Bientôt la chèvre. Et n'oubliez pas, 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, mes cinébalises, voici venu le temps de votre nom et votre catchphrase. Alors, Laurent Vachon, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, stay on the scene like a sex machine. J'ai l'impression que Philippe a trouvé sa nouvelle catchphrase. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Et maintenant, concours de beats. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinéchat. Ma contrepétrie préférée, elle est très simple, c'est « Tu as une petite mine, Paul », à propos de notre film. Tu as une petite pine molle. Oui, oui. J'allais le dire.